Alors on va commencer par un peu de danse. Vous avez le droit de danser sur vos chaises. Hein. Chaque jour, 400 personnes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Dans plus de la moitié des cas, les victimes sont des femmes. N'attendez plus pour prendre soin de votre cœur. Fédération française de cardiologie. Ce film était là pour dire aux gens, à la population française, donc il a été tourné il y a 3-4 ans, c'était dire à la population française, casser les préjugés. Ce film s'appelle Préjugés. La maladie cardiovasculaire ne touche pas uniquement les femmes ménopausées depuis 10-15 ans et les hommes. Ça touche de plus en plus aujourd'hui les femmes jeunes, on le verra ensemble ce soir, et des femmes même très jeunes. Sur l'île, ma plus jeune, elle a 23 ans. Pilule, tabac, égale infarctus. On va y revenir. Alors déjà, nous, les femmes, nous ne sommes absolument pas condamnées à mourir de maladies cardiovasculaires. Alors, les hommes vont me dire, mais celle-là, c'est une féministe, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Dans un livre qui va bientôt sortir, on parle d'un chapitre qui est consacré à la médecine du genre. Les hommes migraineux, on n'y pense pas. Les hommes dépressifs, on ne pense pas à la dépression des hommes. L'ostéoporose, c'est une maladie de femme ménopausée. Un homme ne peut pas se faire une fracture sur ostéoporose. Eh bien, la maladie cardiovasculaire, c'est pareil pour les femmes. On est dans le préjugé, on pense que c'est la vieille femme qui est en EHPAD ou éventuellement une grosse femme obèse très très âgée, mais ça ne peut pas être une jeune femme comme vous, comme moi. Donc, l'objet de la conférence, enfin de notre soirée à partager ensemble, c'est voilà, on va voir un certain nombre, on va balayer un certain nombre de clés, d'informations, c'est dense, c'est riche, vous en garderez un certain nombre. Je vois qu'il y a pas mal de messieurs, mais vous savez, j'en ai dû en faire une 50aine. Il y a toujours quasiment autant de messieurs que d'hommes, parce que vous avez des femmes, des mères, des filles, des nièces, hein, des sœurs. Et vous-même, messieurs, vous êtes des vecteurs de prévention. On n'est plus à l'ère de la médecine curative, c'est la médecine préventive. On doit tous se prendre en main et être dans l'éco-prévention, c'est-à-dire agir pour coûter le moins possible à la sécurité sociale. Alors, c'est quoi la maladie cardiovasculaire ? C'est très vaste. Vous allez me dire, on parle aussi de maladies cardio-neurovasculaires, pour les neurovasculaires. Eh bien, c'est tout ce qui concerne les artères et les veines qui nourrissent le cerveau, le cœur, le rein, le foie, nos doigts de pied, nos doigts de main, nos oreilles. Voilà, on vit grâce à ce système, une pompe qui est le cœur, qui est un muscle cardiaque. Hein, c'est comme une chaudière, et cette chaudière, elle va pulser dans des tuyaux qui sont vitaux pour nourrir nos organes. Alors, Michel l'a dit, Thierry l'a dit, c'est effectivement une urgence épidémiologique en France. On a un problème en France, on a peur de mourir du cancer. Le cancer, ça fait peur. Et pourtant, le cancer, on le soigne bien, on le dépiste. Les femmes, le cancer du sein, à partir de 50 ans, on a une petite enveloppe dans la boîte aux lettres. Cancer colorectal, vous avez l'enveloppe pour faire le dépistage dans les selles. Mais finalement, la maladie cardiovasculaire, pour les cardiaques qui sont ici, ça ne se voit pas. Vous avez une valve, vous êtes tritronculaire, enfin une maladie très sévère des coronaires, vous êtes greffé cardiaque, vous avez de l'insuffisance cardiaque, vous avez du mal à marcher, à faire vos courses, ça ne se voit pas. Et pourtant, vous êtes extrêmement fatigable, extrêmement fatigué, avec une qualité de vie épouvantable. Et c'est pour ça que nous militons tous avec la Fédération française de cardiologie, pour faire que cette maladie cardiovasculaire soit une grande cause nationale, qu'on puisse militer, faire reconnaître, quand on fait son premier infarctus, on ne guérit jamais, on a enclenché un processus, le traitement, la rééducation vont stabiliser les choses. Mais vous êtes rentré dans un cercle de la maladie cardiovasculaire qui va évoluer. Alors effectivement, c'est une cause, 50% de décès en Europe, sont liés aux maladies cardio-cérébrovasculaires et 1 décès sur 3 en France. Il faut faire attention aux chiffres. J'ai oublié ma petite flèche à Lille. Mais à droite, vous avez un camembert, ce sont les chiffres en Europe. En Europe, vous avez des pays qui sont plus ou moins favorisés. En France, on a un pays relativement favorisé et les femmes meurent d'abord d'accident vasculaire cérébral. Il faut quand même remettre l'église au centre du village. C'est une expression que j'ai apprise récemment. Ensuite, elles meurent du cœur et ensuite elles meurent de rupture d'anévrisme ou de complications vasculaires périphériques. Dans les pays défavorisés d'Europe, elles mourront d'abord d'infarctus du myocarde. Donc c'est effectivement 8 fois plus que le cancer du sein. Mais c'est pas bien d'opposer les deux maladies, parce que les deux maladies sont des maladies de l'environnement avec une part génétique, mais
une mauvaise hygiène de vie favorise également le cancer du sein, mais aussi le cancer des intestins, par exemple, ou le cancer du poumon pour le tabac. Donc finalement, comparer les deux, c'est pas bien. Et pourquoi il y a 8 fois plus de décès? Tout simplement parce que les maladies ne sont pas dépistées à temps. Ce qui m'inquiète, enfin ce qui nous inquiète, nous cardiologues, c'est qu'il y a une progression très significative du nombre de femmes hospitalisées pour infarctus du myocarde. Mais attention, il faut faire attention aux chiffres. Il y a encore 4 fois plus d'infarctus chez les hommes que chez les femmes. Mais en proportion, on s'aperçoit qu'il y a une tendance qui nous alerte, c'est qu'aux urgences, moi j'ai commencé ma médecine, je suis arrivée à Lille en 1988, ça ne me rajeunit pas, mais j'avais quasiment jamais d'infarctus de jeune femme. C'était un truc rarissime. Aujourd'hui, toutes les semaines, aux soins intensifs cardiologiques, on a une femme de moins de 50 ans qui vient pour un infarctus. Elles ne font pas dans la dentelle, ce sont des gros infarctus. Et vous avez également parallèlement une augmentation du taux d'hospitalisation pour AVC. Et je ne suis pas neurologue vasculaire, je suis cardiologue, mais c'est très lié. Et la première cause de l'accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique, c'est l'hypertension artérielle. Et la deuxième cause, c'est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire quand l'oreillette bat un peu n'importe comment. Vous avez un petit doigt de gant dans l'oreillette qui s'appelle l'auricule. Les gants MAPA, tout le monde en a mis au moins une fois dans sa vie. Eh bien, les caillots sanguins se mettent dans le doigt de gant, et quand on change le rythme cardiaque, le doigt de gant se vide, et les caillots s'en vont un peu partout, et notamment dans la tête. Alors, le cœur des femmes, eh bien, nous, les femmes, nous sommes exposées à une succession de pertes de chance. Alors, le grippage, je m'excuse pour le fond de la salle, mais vous n'allez pas bien voir, mais je vais en parler à l'oral. On a deux pertes de chance majeures. Le sexe, on ne choisit pas d'être une femme, tout en sachant que les hommes qui deviennent des femmes, eh bien, ils sont bourrés d'hormones féminines, et ils sont exposés au même risque cardiovasculaire, parce que ce sont des hommes généralement qui changent de sexe avec un peu de maturité. Ils ont des artères qui ont déjà un peu vieilli, et le fait d'être imbibé d'hormones féminines peut fracturer une plaque de cholestérol. Toujours est-il que, normalement, on ne choisit pas de naître garçon ou fille, et également il y a un effet genre, c'est-à-dire un effet sociétal. Un exemple, une femme ne pense pas quand elle est oppressée, quand elle est fatiguée à l'effort, que ça peut être le cœur. Son médecin va la traiter de « ouais, c'est votre ménopause, rentrez chez vous, prenez un petit anxiolytique, il faut que votre mari s'occupe un peu mieux de vous », elle est coronarienne. Et je vous raconterai d'autres exemples comme ça. Il y a également un défaut de prévention et de dépistage, c'est-à-dire que la femme elle va faire très attention à son mari, à sa famille, mais pour elle-même, elle a aussi un métier, on a de plus en plus de femmes qui bossent, eh bien, elles ne pourront pas le temps de se dépister. Ou elle va aller voir quand même le gynéco parce qu'elle a peur quand même du cancer du sein. Mais en tout cas, il y a aussi les femmes précaires, il y a beaucoup de précarité. En Bretagne, il y a la précarité aussi, la précarité sociale. Les femmes, leur urgence, c'est de manger et de travailler. C'est pas d'aller voir le docteur pour éventuellement savoir si elles sont malades. Vous avez des retards de prise en charge. Les femmes, on va y revenir, une femme quand elle a des symptômes pouvant être évocateurs d'infarctus du myocarde, ou même je vous parlerai d'histoire sur l'artérite, la maladie des artères des jambes, elle va mettre entre 5 heures, une journée, une semaine, 2 mois à consulter en expliquant les symptômes qu'elle ressent. Défaut de dépistage, défaut de prise en charge. Si elle appelle les urgences lambda, là aussi, si par exemple ce sont des douleurs digestives, on va lui dire, écoutez, c'est plutôt digestif, allez voir votre médecin traitant alors qu'elle est vraiment en train de faire un infarctus au niveau de la paroi inférieure du cœur. Les femmes, elles refusent d'aller en rééducation. On ne leur propose pas après l'infarctus ou après une angioplastie de la jambe parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que le mari ne sait pas se faire cuire un œuf, parce qu'il y a le ménage à faire, parce qu'il y a les petits-enfants le mercredi après-midi et que finalement, la rééducation, c'est pour les autres mais ce n'est pas pour elles. Et c'est une bataille d'aller convaincre une femme, croyez-moi, c'est on remet, ils finissent par y aller et finalement les centres de réadaptation ou les clubs Cœur et Santé ont l'intelligence de proposer des séances sur 1 journée, 2 journées, 3 journées semaine en discontinu qui leur permettent de cumuler quand même cet accompagnement conjugal, familial ou leur travail avec cette santé du cœur. Ensuite, ces femmes, depuis 30 à 40 ans, on est exposées au même, le même environnement que les hommes. On y reviendra tout à l'heure, mais les femmes fument de plus en plus tôt. La première cigarette, on la pique à la maison, on ne l'achète pas. C'est 11 ans pour les garçons, 12 ans chez les filles. C'est une enquête qu'on avait faite avec la Fédération française, jamais la première cigarette. Donc la première cigarette se prend tôt et ils piquent les cigarettes des parents. Donc c'est-à-dire que les parents fument. C'est également des femmes qui ont des boulots sédentaires derrière des ordinateurs, mais comme les messieurs, vous allez me dire, c'est vrai, on a des métiers très sédentaires. On verra aussi que le stress
On a un stress de boulot, on a le stress de faire aussi bien que les hommes parce qu'on nous prend pour des poupées qui ne sont pas capables de faire le même boulot. Là, je suis un peu féministe. C'est aussi un stress de se dire je dois m'occuper le mercredi après-midi de la conduite des gamins, j'ai connu ça. Être maman relais, je l'ai fait aussi. Faire au moins 2 fois par an les sorties à l'école parce que sinon votre fille vous fait la gueule en disant les autres mamans s'occupent de nous puis toi tu n'es jamais là. Donc voilà, donc c'est un stress professionnel qui se surajoute à un stress familial, plus parfois le stress conjugal. On reviendra également sur les symptômes. Et pourtant, alors autant on va voir ensemble que les facteurs de risque classiques que vous connaissez tous, le tabac, le cholestérol, le diabète, la sédentarité, le stress, sont extrêmement toxiques sur une artère de femme, beaucoup plus toxiques que sur une artère d'homme. C'est comme ça, ce sont des registres épidémiologiques qui nous ont mis en lumière ces différences hommes-femmes. Mais à l'inverse, mesdames, l'hygiène de vie nous protège plus que les messieurs. Et vous avez sur cette planche une étude qui a été faite. Alors les Américains sont très forts. D'abord, les charities marchent très bien pour faire des dons. Donc ils ont beaucoup plus d'argent pour conduire des travaux de recherche de grosse envergure que nous en France. Parce que là encore, on a une médecine curative. Et je ne jette pas la pierre, c'est comme ça. On n'a pas beaucoup d'argent pour la recherche. Sauf que la Fédération française est un des plus gros financeurs pour la recherche cardiovasculaire. Grâce à vous. Parce que c'est vous qui faites des dons, et on donne 3 millions d'euros pour la recherche, dont un programme sur les femmes, j'y reviendrai. Vous voyez, quand on ne boit pas beaucoup, alors déjà moi je suis dans le rouge aujourd'hui puisque j'ai vu 2 verres de vin blanc, même 3, ça va pas du tout. Alimentation équilibrée, Michel m'a fait manger du saucisson, horrible. Là je fume pas, dès que je fumais je perdais la voix donc je fume pas. Activité physique, 2,5 heures par semaine, manque de bol, j'ai une hernie discale, donc je suis clouée au lit. Et temps de télévision inférieur à 7 heures, vous êtes derrière vos bécanes, donc vous faites au moins 7 heures d'écran. Donc une femme qui est parfaite, eh bien, elle a un risque qui est divisé par 8 de faire un accident cardiovasculaire par rapport à une femme qui boit un petit peu trop, qui mange pas bien, qui fume, qui bouge pas assez et qui fait beaucoup de temps d'écran. Donc finalement, l'hygiène de vie, c'est dès qu'on est fœtus, il faut la faire. On stimule le fœtus, on tape sur le ventre, il court un peu, je rigole. L'infarctus du myocarde. Alors, ce qu'on va faire ce soir ensemble, je ne vais pas balayer toute la cardio, sinon on peut faire une semaine de training. Donc je vais prendre 2 exemples, et puis à l'oral, j'évoque, si ça me revient, il faudra que ça me revienne, on parlera d'autres pathologies. Mais l'infarctus du myocarde, c'est important, parce que c'est une pathologie qui est vraiment en pleine croissance. On finance un travail, on y reviendra tout à l'heure, sur l'infarctus de la moins de 50 ans, et surtout ces symptômes-là. Mon objectif ce soir, c'est pas de vous faire peur, mais c'est quand même d'être en alerte si vous avez des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a aucun facteur de risque, elle ne va pas faire un infarctus comme ça. Sauf dans de très rares cas, on verra les formes, c'est rarissime, mais le premier facteur de risque de la femme, 8 infarctus sur 10, c'est le tabac. Le tabac, le tabac, le tabac. Il n'y a pas de petite cigarette. Après, c'est le stress. Et après, on verra qu'il y a la contraception pour les jeunes femmes avec oestrogène. La douleur thoracique reste la manifestation la plus fréquente. Il ne faut pas dire qu'une femme ne fait jamais de douleur dans la poitrine. C'est faux. Dans un cas sur 2, elle fait une douleur thoracique, mais ce n'est pas forcément la douleur comme ont les messieurs. Une douleur qui serre en étau, qui irradie dans le bras, qui irradie dans la mâchoire, ça brûle, on a l'arrière-gorge qui brûle, on a envie de vomir. Ça, c'est la douleur typique masculine. Mais certaines jeunes femmes, lorsqu'elles bouchent une grosse artère qu'on appelle l'interventriculaire antérieure, donc c'est une grosse artère qui court à la surface du cœur, parfois même c'est le robinet, le tronc coronaire gauche, là, elle va faire la même douleur que l'homme. Et c'est une urgence absolue. On dit time is muscle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a 3 heures pour ouvrir une artère coronaire. Après 12 heures, les carottes sont cuites, le muscle est mort. Entre 3 heures et 12 heures, ceux qui ont vu Hibernatus avec Louis de Funès, le cœur est en hibernation et avec l'IRM, on peut voir si le cœur est viable et dans ces cas-là, on proposera une revascularisation. La douleur thoracique peut être totalement inexistante chez la jeune femme et ça va s'exprimer autrement. Donc, elle peut être d'abord au niveau du creux de l'estomac, ça peut mimer une indigestion, ça peut mimer, elles me disent aussi, mais c'est très facile de faire le diagnostic a posteriori. Quand vous êtes au 15 ou le 18 qui écoute la femme qui appelle, sincèrement, il faut être systématique et se dire, et c'est ce que je dis à mes femmes que je vois en consulte ou en hospice,
Pour moi, des symptômes atypiques alors que vous êtes fumeuse ou ménopausée ou stressée ou du cholestérol, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Parce que notre problème à nous, c'est de diagnostiquer trop tard ou de ne pas diagnostiquer. Et c'est pas grave d'appeler le 15 pour rien. On est là pour ça, sinon on change de métier. On fait le 15, on fait le 18, mais on appelle, on est là pour ça. Il ne faut pas avoir peur de déranger. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, nous sommes là pour vous. Et ça, c'est super important. 3 heures. Cette douleur, elle peut être aussi donc, entre les épaules. C'est parfois des femmes qui me disent « on avait juste une brûlure dans la mâchoire, mais c'est bizarre docteur, la douleur elle était de plus en plus fréquente. » Et à un moment donné, elle ne s'arrêtait pas ma douleur. Et puis je commençais à être angoissée, puis je commençais à être oppressée. Ben là c'est tout, on appelle le 15. Et puis on fait le diagnostic à l'hôpital. Ou même dans le camion du SAMU, parce que dans le camion du SAMU, on peut doser la troponine, qui est une petite protéine qui est libérée très tôt par le muscle cardiaque quand il n'est pas bien vascularisé. On fait l'électrocardiogramme, mais là encore les femmes, elles ne font pas dans la dentelle. On peut avoir des infarctus à électrocardiogramme normal chez la femme. Et vers même une troponine, ce qu'on appelle dans le jargon de cardio, dans la zone grise, c'est-à-dire que ce n'est pas très élevé, ces zones grises où il faut faire des dosages répétés, une surveillance. Et enfin, ça peut être une douleur qui va augmenter, diminuer, et là c'est une maladie spastique, c'est-à-dire les artères qui font l'élastique et qui se referment sur elles-mêmes. Les autres signes peuvent être associés aux signes précédents. Alors, un très bon signe, c'est la fatigabilité à l'effort. C'est-à-dire une femme, elle n'arrive plus à faire ses courses correctement, elle ne monte plus ses étages, elle est épuisée, ce qu'on appelle l'altération de l'état général. Cette notion d'anxiété, d'angoisse avec cet essoufflement, cette fatigabilité extrême, en présence de facteurs de risque, et c'est là où je vais être rassurante avec vous, eh bien voilà, il y a des facteurs de risque, je suis ménopausée depuis plus de 5 ans, je suis une très grosse fumeuse, je suis très stressée, j'ai ces signes-là, ça se répète, ça dure plus d'1 quart d'heure, j'appelle. Alors les conséquences, vous l'avez compris, c'est que si on ne pense pas au diagnostic, on ne pense pas à appeler, j'ai une histoire comme ça en tête épouvantable d'une jeune femme de 47 ans qui était agent d'entretien près de Lille. C'est pas moi qui l'ai pris en charge, c'est Nathalie Assé qui est ma grande copine urgentiste du SAMU. Elle était avec son frère et elle mariait sa fille le samedi. Donc on était le jeudi. Et elle a commencé à avoir ça, cette espèce de malaise, oppression dans la poitrine, elle s'est mise à vomir, elle s'est mise à avoir très vagale. Et ça a duré et son frère a eu peur, elle a perdu un peu connaissance puis elle s'est réveillée. Son frère a appelé le SAMU, qui a mis du temps à venir, elle a fait son arrêt cardiaque, elle n'est jamais repartie. Il y avait la gamine de 12 ans qui était à côté chez des voisins qui est revenue, maman était morte, et l'autre fille de 30 ans qui se mariait le week-end d'après. Nathalie, quand elle raconte l'histoire, elle en pleure, et ça c'est pas possible. J'en ai une autre comme ça qui m'a fait rentrer dans ce chemin de militantisme. J'étais on partait en vacances, j'avais une 806 familiale et j'avais besoin d'un siège de plus. Donc mon copain anesthésiste m'a prêté son siège en échange d'un dîner. Et puis il m'a raconté une histoire affreuse d'une femme comme ça de 50 ans qui était vraiment pas bien non plus depuis le matin, qui va voir son médecin traitant, qui lui a dit quoi. Alors elle disait docteur, ça me serre dans la poitrine, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis angoissée, je sens que c'est pas pareil comme d'habitude. Son médecin lui a dit écoutez, c'est la ménopause. Voilà, je vais vous prescrire un peu de Lexomil, vous allez rentrer chez vous, on va mettre un peu de Mopral, et puis c'est bon. Elle rappelle quand même dans l'après-midi le SAMU en disant je suis vraiment pas bien, je suis pas bien, je sens que je vais mourir. Donc Jean-Marie lui a dit écoutez madame, votre mari vous emmène aux urgences, c'était à Valenciennes, elle est morte dans la voiture. Donc des histoires comme ça, je pourrais vous tenir toute la soirée comme ça, j'en ai plein. Et l'objet c'est, les premiers symptômes, on appelle. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent? Il y a une explication. Les hommes, très tôt, ils font une maladie. Alors, la plaque d'athérome, c'est une plaque avec du cholestérol. Vous avez une motte de beurre, vous mettez du beurre à l'intérieur d'une artère, ça vous parle. Puis au-dessus, vous allez mettre un petit peu de cello frais, c'est l'endothélium. Les messieurs, ils font une maladie comme ça, qui est très intelligente, qui va réduire progressivement la lumière de l'artère. Vous avez tous eu des tuyaux de canalisation bouchés, à un moment donné, le robinet, ça coule plus. Donc les messieurs, ça va se traduire comment? Une douleur pour des efforts importants, puis moins importants, puis crescendo, puis mal tout le temps. La femme, elle ne fait pas ça. Avant 50 ans, elle a des plaques de cholestérol qui vont
pas rétrécir l'artère, mais quand on s'est tous brûlés une fois dans notre vie, ça va faire comme une ulcération, comme une cloque. Donc c'est une brûlure, le petit cellofray qui s'ouvre, mais sous le cellofray, les petites cellules du sang qu'on appelle les plaquettes arrivent comme des enragés, font un caillot et bouchent l'artère. Pas forcément complètement. Donc ça bouche un petit peu, puis ça se délite tout de suite, ça part en périphérie. Au passage, ça abîme les petites artères périphériques, donc ça fait des ravages à bas bruit. Puis finalement, quand vous faites l'électro, il n'y a plus rien, parce qu'on est passé après la bagarre. Puis les femmes, elles font aussi des déchirures d'artères, c'est-à-dire que l'artère se déchire un petit peu comme une poupée russe, puis ça se recolle, puis ça se déchire, puis ça se recolle. Donc finalement, quand on fait une épreuve d'effort à une femme, il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de rétrécissement de l'artère. Il y a juste un petit décollement de la paroi ou une ulcération de paroi. Donc là, pour ces femmes-là, on va utiliser d'autres tests, et notamment j'utilise le coroscanner qui étudie bien la paroi de l'artère. Et enfin, donc on a parlé du spasme, donc ça, la femme nerveuse qui fume, ça, les femmes sont très sensibles au spasme artériel. Et il faut savoir aussi que la femme qui n'est pas ménopausée et qui arrive en fin de cycle, qui va avoir ses règles, eh bien, on est faite pour ne pas avoir des hémorragies à chaque cycle menstruel, et donc notre sang se coagule physiologiquement au moment des règles, pour éviter de saigner comme des bêtes. Eh bien, ces femmes fumeuses peuvent... il y a des pics d'infarctus chez les femmes juste avant les règles, parce qu'elles coagulent plus facilement. De même, les femmes qui viennent d'accoucher, alors là c'est une maladie un peu plus rare, mais on a un registre avec la Société française de cardiologie qui s'appelle DISCO, donc c'est des dissections coronaires. On en a une à Lille il y a 15 jours avec ma chef de clinique, une femme de 28 ans qui avait accouché. Et 8 jours après, elle est revenue en arrêt cardiaque, l'a ressuscitée, heureusement, parce qu'elle avait un bébé de 8 jours. Et elle avait disséqué pendant l'accouchement, avec l'effort d'accouchement, ses artères qui avaient été fragilisées par les hormones de la grossesse. L'artère s'était déchirée à bas bruit et elle s'était occlue. Donc 8 jours après, elle a fait son infarctus. Alors à la ménopause, 10 ans après la ménopause, nous avons une maladie coronaire qui est totalement comparable à celle des hommes. Donc des plaques d'athérome. Vous avez ici sur cette dia une rupture d'artère avec un gros caillot qui s'est formé. Vous voyez, donc j'ai pas mon doigt, mais vous avez, comment dire, c'est une coupe à nappade, donc l'artère n'est plus rouge parce que la personne est morte. Donc vous avez en blanc la paroi artérielle, il y a un trou au milieu avec un truc dégueulasse noir qui sort. Eh bien, c'est le sang coagulé avec le caillot en regard de la brèche qui s'est constituée au sein de la lumière de la coronaire. Et savoir aussi que les facteurs de risque sont différents. Avant 50 ans, c'est plutôt tabac, stress, précarité et contraception avec oestrogène de synthèse. Et après 50 ans, c'est plutôt hypertension et cholestérol. Et on sait aujourd'hui que les femmes hypertendues sont moins bien prises en charge qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui, l'hypertension n'est pas reconnue comme une affection longue durée, donnant droit à un remboursement à 100%. Il n'y a plus de formation auprès des médecins puisque les médicaments sont génériqués. Il n'y a plus donc de formation médicale continue auprès des médecins de soins primaires. Et finalement, l'hypertension, on le reverra tout à l'heure, eh bien, c'est la tueuse silencieuse, mais on considère que c'est un petit facteur de risque. Sauf que c'est un des premiers killers, un des premiers tueurs silencieux en France par maladie cardio-cérébrovasculaire. Alors les femmes, elles ont aussi dans la maladie coronaire, et ça va peut-être parler à certaines d'entre vous. Donc on a parlé de l'infarctus ou les grosses artères à la surface du cœur. S'il y en a parmi vous qui sont coronariens, coronaire droite, circonflexe, interventriculaire antérieur, ça doit vous parler. Marginal, ça doit vous parler. Donc c'est quand vous achetez un cœur de bœuf ou de je sais pas quoi chez le boucher, mais vous les voyez ces coronaires, elles courent à la surface du cœur. Elles sont devenues bleues parce que le cœur n'est plus irrigué. Mais on a aussi ces autoroutes, elles vont donner des petites routes. Et puis ces petites routes vont donner des micro-petites routes, des chemins communaux, puis des toutes petites artérioles qu'on appelle la microcirculation. Quand vous faites un effort, votre cœur, le muscle, il a besoin de plus d'essence, de plus d'oxygène. Et du coup, que se passe-t-il? Les grosses artères coronaires vont dire aux petites, et les petites, vous vous ouvrez maintenant, parce que moi j'ai besoin d'être nourrie. Et du coup, les petites artérioles coronaires vont s'ouvrir, la réserve coronaire va permettre à ce cœur de donner l'afflux d'oxygène nécessaire pour pouvoir faire l'effort considéré. Chez les femmes ménopausées, chez les femmes diabétiques, chez les femmes âgées, on voit ça aussi, parce qu'il y a des messieurs dans la salle, on le voit aussi chez les messieurs diabétiques ou hypertendus,
ces petites artérioles coronaires s'épaississent puis s'obstruent. Et la maladie également coronarienne, ce qu'on appelle la non-obstructive coronary arteridisease, c'est-à-dire la maladie non-obstructive des coronaires, eh bien ces petites routes vont également être le siège de lésions d'athérome. Elles vont devenir toutes grêles, toutes pauvres, elles sont incapables d'irriguer le muscle cardiaque. Et finalement, ce sont des gens qui sont symptomatiques à l'effort, qui ont des vrais essoufflements d'effort, douleurs d'effort. On fait un test, une épreuve d'effort, une scintigraphie myocardique, une échographie d'effort qui est positive. On met ces dames sur une table de coronarographie, parfois aussi les messieurs, et le cardiologue leur dit « Mais non, c'est pas les coronaires, ma petite dame, regardez votre coro, vous avez les artères de jeune fille. » Ben non, c'est les petites artérioles qui sont malades. Ces femmes, elles ont une mortalité multipliée par 2, et ça veut dire qu'on doit leur donner le même traitement médical, la même rééducation que si c'était les autoroutes qui étaient malades. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans la connaissance de la cardiologie, et qui fait qu'on milite pour dire aux cardiologues qui font de la coronarographie, messieurs, il y a une maladie distale coronaire qui a des spécificités chez la femme ménopausée, chez l'homme diabétique, chez la femme et l'homme hypertendu. C'est important parce qu'on doit le traiter comme ça. Vous l'avez compris, vous êtes ici ce soir, ça vous intéresse, il faut repenser la prévention au féminin. Donc les facteurs de risque, on va aller sur ceux que vous connaissez. Il y en a, vous ne pouvez strictement rien. Mais retenez quand même que 80% de la maladie cardio-cérébrovasculaire, nous en sommes responsables. C'est l'environnement. Et 20%, on n'y peut rien. Donc 80%, on peut quand même se bouger les fesses. 20%, c'est l'hérédité, on ne choisit pas d'être au chômage, on ne choisit pas d'être pauvre, on ne choisit pas de vivre seul, on ne choisit pas d'être ménopausé, c'est la vie, c'est comme ça. On ne choisit pas de vieillir. L'environnement, eh bien, on essaye de travailler. Donc on travaille aussi avec le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, HCEF. On a fait un rapport sur la santé cardiovasculaire des femmes précaires pour accompagner ces femmes précaires. Et ces femmes précaires, c'est très intéressant. Donc, comme je ne fais pas de consultation privée à l'hôpital public parce que c'est contraire à mes choix de vie, je vois beaucoup de femmes pauvres et précaires. Au moins, je suis utile. Et ces femmes précaires me disent, mais quand on voit des articles dans les journaux, quand on voit une émission, quand on a l'information, on prend cette info. Et ces femmes-là, elles vont se pointer aux urgences parce qu'elles ont compris. La femme CSC+, ça ne la touche pas, ça ne la concerne pas, ça ne peut pas être elle. Elle se croit très forte et très protégée. Et c'est très intéressant de discuter avec les deux milieux sociaux. Ça veut dire que quand on parle en grand public, il faut adapter nos messages, la façon de communiquer de façon différente, parce que la femme CSC+, elle va vous répondre « vous m'emmerdez, ça ne m'intéresse pas ». Ou il y en a une, j'en ai eu dans le gynéco, parce que les gynécos me les envoient maintenant. Bon, ma gynéco m'a dit de venir, mais franchement, je perds mon temps, je ne comprends pas pourquoi. J'ai dit, vous allez voir pourquoi. Et généralement, on trouve des choses très intéressantes, en prévention en tout cas. Les actions de prévention, alors, dans la région, je sais qu'il y a aussi des parcours du cœur scolaire. Votre président d'association de cardiologie, François Paillard, est un excellent cardiologue de la prévention. Il est cardiologue au CHU de Rennes. Et il a toute une équipe extrêmement efficace de parcours du cœur scolaire. Parce que finalement, très tôt, c'est avant d'arriver au collège, on peut agir sur les comportements de santé de nos enfants. Et ce qu'il y a de très intéressant, notamment dans les milieux précaires, c'est que les enfants ramènent les messages de prévention à la maison, le bien manger, le bouger, ne plus manger devant la télé, bouger le week-end. J'ai une dame en consultation qui est venue me voir pour une artérite des jambes, donc la maladie des coronaires mais dans les artères de jambes. J'ai dit, mais qui vous amène, madame? Elle m'a dit, mon fils. Je dis, ah bon? Oui, mon fils, j'ai fait la sortie scolaire au parcours du cœur. J'ai écouté ce qu'il disait aux ateliers. Et mon fils m'a dit, maintenant, maman, j'en ai assez, j'ai pas envie que tu meurs. Alors tu vas aller voir un cardiologue. Et la dame, elle est venue. Effectivement, elle avait une artère iliaque qui était très serrée, qu'on a dilatée. Elle a arrêté de fumer. Mais vous voyez, la prévention est arrivée par l'école et par l'enfant. Ben, c'est génial, ça. Pour nous les femmes, on a aussi des choses spécifiques. Alors ce tableau, il est horrible au fond de la salle, vous ne le lisez pas, j'en suis certaine. Savoir que nous les femmes, nous sommes conditionnées par plusieurs choses. On a des artères plus fines et plus petites. Artères plus fines et plus petites, très sensibles aux mauvais facteurs de risque, très sensibles à la bonne hygiène de vie. Mais en plus, on a des facteurs de risque hormonaux. C'est quoi ça? On a déjà parlé de la contraception. Important de savoir que quand on parle de contraception, c'est pas forcément la pilule. Tout le monde connaît la pilule avec ce qu'on appelle la combinée avec oestrogène de synthèse. Pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse?
Il faut comprendre pourquoi. Parce que pour être efficace, pour être contraceptive, elle doit passer par le foie. Et en passant par le foie, elle stimule une hormone qui peut donner de l'hypertension, et elle active aussi la coagulation. Donc les femmes qui fument et qui prennent une contraception avec ces oestrogènes-là, elles ont plus de risques de faire des caillots que des femmes qui ne prennent pas la pilule et ou qui ne fument pas. Mais n'empêche qu'il faut une contraception efficace. Savoir aussi que l'anneau vaginal et le patch contraceptif contiennent également ces oestrogènes de synthèse. Donc là aussi, une autre anecdote, j'avais une dame assez cortiquée celle-là, elle est venue pour une phlébite, donc caillot veineux dans la jambe, mais tellement sévère qu'elle avait une jambe comme un poteau, donc après ça donne un handicap avec ce qu'on appelle un syndrome post-phlébitique, c'est-à-dire c'est les grosses jambes qui font très mal et qui sont énormes, et surtout elle a fait une grosse embolie pulmonaire qui peut être aussi une cause d'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est pas toujours la fibrillation, le cœur qui bat n'importe comment, une grosse embolie peut tuer. Et cette femme m'a dit, mais ma gynéco m'a arrêté la pilule combinée, elle m'a mis un anneau vaginal en me disant comme ça vous pouvez continuer de fumer, sauf que l'anneau était aussi dangereux que la pilule. Et donc la gynéco n'avait pas capté que le risque était le même. Et la femme en plus elle nous en voulait alors que ce n'était pas nous qui avions fait cette contraception. Mais bon. Il y a d'autres choses chez la femme, les femmes qui font de l'hypertension au cours de la grossesse, c'est-à-dire qu'elles ont, le modèle de la grossesse est très intéressant parce qu'on fabrique un placenta pour nourrir son bébé, et ce placenta c'est plein de petits vaisseaux qui viennent à la fois du petit œuf, du bébé fœtus, et qui viennent des artères de la cavité utérine. Et il y a des femmes pour différentes raisons, des facteurs de risque, puis elles attendent de bébé ou elles sont hyper stressées, elles ont du mal à fabriquer ce placenta, cette éponge vasculaire qui va vieillir prématurément et qui va sécréter des substances qui donnent de l'hypertension, mais qui vont abîmer le rein, le foie, le cerveau. Et il faut savoir que c'est la première cause de mortalité maternelle et de mortalité néonatale. Et ça se dépiste, ça se prend en charge, mais surtout quand ces femmes perdent leur bébé, derrière nous, on ramasse les femmes à la cuillère et il faut les préparer à une nouvelle grossesse. Et surtout pour celles qui ont fait ça, c'est parmi vous, qui ont fait de l'hypertension ou de l'albumine dans les urines pendant la grossesse, sachez qu'aujourd'hui, c'est un facteur de risque indépendant, spécifique de la femme, d'hypertension, d'accident vasculaire ou d'infarctus à la ménopause. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que vous savez que vous avez fait ça, vous le dites à votre cardio ou à votre médecin traitant, et ça impose un suivi un petit peu plus régulier, tous les 2 à 3 ans quand on arrive à la ménopause, par rapport à une femme qui n'a pas fait ce genre de problème pendant la grossesse. Le fait d'avoir une hystérectomie avec ovariectomie, pareil, vous êtes dans une situation de ménopause un peu plus précoce. Avoir une ménopause avant 40 ans, avant 45 ans, eh bien vous êtes exposé prématurément à cette carence d'hormones qui protègent les artères chez la femme. L'endométriose, on en parle beaucoup dans les journaux grand public, parce que ces femmes sont en fait à risque métabolique avec les traitements hormonaux qu'on leur donne, donc elles sont à risque d'être hypertendues, diabétiques au moment de la ménopause. Alors je demande à mes femmes de 70 ans, vous avez eu vos règles à quel âge? Elles me regardent avec des yeux de soucoupe. Oh docteur, ça fait loin, ça fait loin, ça fait loin. Je dis écoutez, rappelez-vous quand même. Donc avant 11 ans, après 15 ans, c'est associé à un surrisque cardiovasculaire et métabolique de la ménopause. Avoir plus de 3 enfants, pourquoi? Parce que quand on est enceinte, on stocke comme des hamsters de la graisse pour pouvoir allaiter derrière. Donc on se transforme en gentille petite pomme poire, un mixte, un combiné, mais qui fait que si on n'allaite pas, eh bien on va garder la graisse, et finalement ces femmes, de façon bien sournoise, accumulent des kilos entre chaque grossesse, et finalement, les femmes, j'ai des femmes, j'en ai une, elle avait eu 14 enfants. Elle dit, docteur, je ne me suis jamais revue. Ah oui, la pauvre, 14 enfants, et elle avait un cœur comme une baraque à frites. Parce que quand nous sommes enceintes, on mouline 5 litres de sang supplémentaires, et c'est une épreuve d'effort pour le cœur pendant 9 mois. Plus ce stockage métabolique. Donc être enceinte, c'est physiologique, mais ça, nous les femmes, par rapport aux hommes, nous prenons un risque vasculaire et métabolique pour leur faire leur beau bébé. La migraine. Alors la migraine, toutes les migraines ne sont pas dangereuses, c'est les migraines avec aura. Alors c'est quoi la migraine avec aura? La plus connue, c'est la migraine ophtalmique. On commence à plus bien voir d'un œil, on a une petite mouche, puis on commence à avoir très mal à la tête, puis après on est couché, on a envie de vomir. Il y a aussi des femmes qui perdent un peu la parole, qui ont des paresthésies, et ça peut mimer un accident ischémique transitoire. La migraine avec aura, c'est un diagnostic d'élimination. Si parmi vous, il y en a qui ont ces symptômes-là qui se prolongent, c'est comme pour l'infarctus du myocarde, 3 heures. On fait le 15 parce que ça peut être un authentique accident vasculaire cérébral. Donc on parlera de migraine après coup. D'accord? Et enfin,
ben la dépression est plus impactante chez une femme que chez un homme, et la précarité, ça c'est avant 50 ans. Après 50 ans, je vous ai parlé de la ménopause, donc ça commence, hein, les cycles qui cafouillent, on commence à s'embêter, des cycles longs, des cycles courts, on ne sait plus, ça disparaît, puis ça revient d'un coup, on s'y attend pas. Et là, sournoisement, on prend des petits grammes chaque mois si on ne fait pas attention, c'est-à-dire si on ne mange pas un peu moins, si on ne bouge pas un peu plus. Et finalement, les choses s'aggravent à partir du moment où les règles s'arrêtent. Dans les 5 ans qui suivent, on a les artères qui se rigidifient, qui s'épaississent, l'hypertension qui apparaît, et on se transforme en petite pomme gentiment quand on ne fait pas attention. Voilà. Donc ça, c'est important. La double peine. Donc on finance aussi un autre projet de recherche avec la fédération qui s'appelle Baccarat, avec Jean Ferrière à Toulouse, la double peine des femmes, cancer du sein et infarctus du myocarde. Les pauvres, elles ont fait leur cancer du sein, notamment le sein gauche, elles se sont tapées la mammectomie, la radiothérapie, la chimiothérapie, le Fumara qui leur a fait perdre les cheveux. Et en plus, les rayons ont accéléré le vieillissement des coronaires et la chimiothérapie a abîmé le cœur un peu plus vite qu'un cœur d'homme. Donc ces femmes-là, mesdames, si parmi vous, il y en a qui ont fait un cancer du sein, notamment sein gauche, vous devez demander un dépistage cardiovasculaire. C'est indispensable, ça va vous sauver. Indispensable. L'ostéoporose, ben là c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe avec l'ostéoporose? Alors déjà, si vous mangez trop salé, quand on mange salé, le rein est intelligent, il se dit « oh là là, il a mangé beaucoup trop salé, il est complètement dingue, le volume sanguin augmente, j'active ma régulation, je vais pisser beaucoup ». Donc vous mangez salé, nous dans le Nord c'est la moule frite de la braderie, on pisse. Mais en pissant, vous embarquez votre calcium. Et donc vous allez vous déminéraliser plus vite. Donc les gens qui mangent très salé, hein, le beurre salé des Bretons, il n'y avait même pas de beurre sans sel tout à l'heure. Ben le sel, même le sel de Guérande, même la fleur de sel, quand on en mange trop, eh bien ça peut aggraver l'ostéoporose et c'est surtout un des facteurs de risque majeurs modifiables de l'hypertension artérielle. Et puis après, on va passer vite, il y a tout ce qui est la fibrillation auriculaire qui est plus méchante chez la femme, on les anticoagule plus vite, et puis j'ai déjà parlé de mon syndrome métabolique, la petite pomme. Donc si je résume, eh bien il y a une véritable horloge du risque cardiovasculaire chez la femme, et entre 25-35 et 35-50, nous sommes impactés par le tabac, enfin moi ça ne me concerne plus, hein. Le stress, précarité, si, le stress, l'obésité, la sédentarité. Et puis en rouge, vous avez toutes ces choses liées à la grossesse, avec l'atteinte du muscle cardiaque de la grossesse et l'hypertension de la grossesse. Et après 50 ans, eh bien, on a toujours ce tabac qui est là, mais on va voir que ce syndrome métabolique, dyslipidémie, diabète, hypertension, ménopause, va finalement prendre le pas sur le stress, précarité et le tabac. On reviendra tout à l'heure sur le Takotsubo. Hop. Alors le tabac, ça va? Vous avez encore la cervelle qui fume ou pas? Le tabac, j'insiste, vous m'avez entendu, premier facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Avant 50 ans, 8 infarctus sur 10. Avant 35 ans, elles fument toutes. J'ai pas d'infarctus sauf de très rares cas de tumeurs endocriniennes, mais c'est un cas pour 1000, donc c'est rien. Il y a toujours le tabac et beaucoup la précarité. Donc le tabac, il n'y a pas de seuil. Pas de seuil d'intensité ni de durée. C'est le plus haut facteur de risque chez la femme, donc beaucoup plus puissant chez la femme que chez l'homme. Et c'est le facteur de risque dont le bénéfice est le plus puissant chez une femme jeune. C'est la cause la plus fréquente de décès prématurés chez la femme jeune, d'origine cardiovasculaire, j'entends. Alors comment ça marche? Le tabac, il peut participer à la fabrication en haut des plaques d'athérome. Vous voyez ces petits points jaunes dans l'artère. Mais là, il faut quand même un certain temps. C'est des femmes que je vais voir, généralement, si elles commencent à fumer vers 13, 14, 15 ans, quand je les vois à mon âge, 56 ans, vous calculez, elles ont quand même 40 ans de tabac dans les pattes. Donc là, effectivement, les artères commencent à avoir cet aspect-là. Si j'ai mon cellofray qui se rompt, vous avez l'espèce de pougnac rouge là, de viande hachée qui vient se mettre sur l'artère et qui la bouche, c'est le thrombus. Et puis, vous avez aussi ce spasme, hein, l'artère, les flèches vertes, l'artère qui se referme sur elle-même, mais quand elle se referme sur elle-même, le sang passe plus et a tendance à stagner et à coaguler, surtout si notre femme fume et si notre femme prend cette contraception. Alors le pire, c'est la fille qui fume, qui s'engueule avec son patron qui a été chiant avec elle, il fait froid, elle va fumer sa petite cigarette dehors, donc le froid fait spasmer, elle est énervée, elle prend sa contraception ou pas, elle fume sa clope pour se détendre. Banco, elle fait son spasme
Et ça peut conduire, mais pas toujours heureusement, ça peut conduire à un syndrome coronaire. Il n'y a pas de petite cigarette. Alors j'ai des femmes en consultation qui me disent, écoutez, moi j'ai ma cigarette plaisir. Alors généralement, c'est la cigarette du petit-déj, la cigarette après le repas, la cigarette le soir et la cigarette du câlin. Ça en fait 4. Quand elles en fument 10, 15, 20, je leur dis, écoutez, sur les 20, il n'y en a pas 20 qui sont utiles. Donc vous allez commencer à retirer celles qui ne sont pas utiles. Et ensuite, je leur prescris la micro-choupa-choup. Alors la micro-choupa-choup, vous en avez tous au moins sucé une fois, c'est la micro-sucette impossible à ouvrir. Donc le temps, parce que l'envie de fumer dure 3 minutes, le temps qu'elle s'excite à ouvrir la sucette et le papier, et qu'enfin ça arrive dans la bouche, l'envie de fumer, elle est passée. Et ça marche bien, ça marche bien. Après 35 ans, je vous l'ai mis, mais l'association pilule-tabac-migraine, quand on parle là de l'AVC, ça multiplie par 35 le risque d'AVC. Ça, c'est énorme. Ce qui est complètement idiot de dire à une femme, bah, écoutez, vous avez votre contraception, ce qu'il faut arrêter, c'est la cigarette. Non, une femme, il faut qu'elle soit prête à arrêter de fumer, mais c'est pareil pour vous, messieurs. Il faut qu'on rentre dans un cercle vertueux de l'arrêt du tabac. Un message punitif n'a jamais marché en prévention. Il faut que ça soit une alliance thérapeutique, un contrat qu'on a avec son patient, et on se fait aider. On ne sait pas prescrire les nicopatchs, ça on va faire des fiches techniques à la Fédé pour aider justement les clubs Cœur et Santé, mais c'est aussi se faire accompagner par un tabacologue, par un professionnel qui sait faire. C'est très compliqué et le cerveau des femmes est beaucoup plus addictif que le cerveau d'un homme, à tout point de vue. Alcool, tabac, antidépresseurs, anxiolytiques. Et finalement, je vais vous raconter une autre histoire. J'avais une femme cet été, Denise, une raffisante jeune femme de 40 ans qui venait de Calais avec des yeux bleus magnifiques. Et depuis le début de l'été, Denise, elle avait une crampe dans le pied en marchant. Donc quand on a de l'artérite, c'est un phénomène vasculaire. Donc ce n'est pas une douleur quand vous êtes assis au repos dans la voûte du pied, vous faites 50 mètres, vous avez mal. Et elle avait mal de plus en plus. Son médecin traitant a pensé que c'était une sciatique. Donc il lui a mis des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Brufen. Et c'est complètement contre-indiqué. Quand on a une maladie athéromateuse, ça aggrave les choses. Et notre Denise, elle a vu que son pied commençait à bleuir. Puis elle a vu son orteil qui est devenu tout noir. Donc elle est venue aux urgences de Calais, puis Calais nous l'a adressé. Et en fait, Denise, elle avait le pied qui était mort, gangréné. Donc on a essayé de sauver pendant 15 jours, on lui a mis des espèces de l'héparine et puis des médicaments qui dilatent fort l'artère. C'était juste avant la rentrée des classes. Et elle me dit, je vais faire quoi? Je dis, écoutez, alors le jeune chirurgien arrive dans la chambre. Je dis, écoutez, on peut rien faire, on va vous couper le pied. C'est cool comme annonce, hein. Alors elle me regarde, bon, on annonce les choses avec délicatesse. Je lui dis, mais écoutez, vous savez, vous avez très beaux yeux, vous êtes magnifiques. Les pieds, c'est pas grave, ça se cache, on va mettre une prothèse. Mais de toute façon, on ne peut pas, sinon ça va remonter, puis vous allez mourir. Donc effectivement, elle avait un rétrécissement de l'artère iliaque qui était bouchée. Et on aurait fait le bon diagnostic, le bon interrogatoire, mis le stéto là où il fallait, palper les poux, on aurait fait l'écho-doppler, on aurait fait le bon diagnostic. Sauf que Denise, 40 ans, on ne pouvait pas penser qu'elle pouvait avoir de l'artérite. L'artérite, c'est le monsieur, l'agriculteur moustachu, un peu rond qui fume. Ça ne peut pas être une jolie jeune femme. J'en ai une autre, Angelina. Alors elle, c'était pire. Elle est arrivée avec les 2 jambes comme ça. Elle était chauffeuse-livreuse dans le secteur de Valenciennes. Et elle avait un magnifique tatouage sur le ventre. Et Angelina est arrivée avec elle avait bouché l'aorte sur les 2 artères, ce qu'on appelle la thrombose du carrefour aortique. Donc on l'a revascularisée, Angelina. Et le chirurgien lui a respecté son tatouage. Elle est allée en rééducation et elle a rebouché son pontage peut-être 1 an après alors qu'elle avait arrêté de fumer. Et en fait, je me suis dit là c'est pas normal, il y a un truc qui colle pas. Et pour nous, en cardiologue, on recherche aussi s'il n'y a pas une autre pathologie qui peut favoriser les caillots sanguins alors qu'elle n'avait plus la contraception, elle n'avait plus le tabac. Et en fait, Denise, elle avait un cancer du poumon. Angelina, pardon. Elle avait un cancer du poumon dû au tabac. Et le poumon sécrétait des substances qui favorisaient les caillots sanguins. Et Angelina est morte à 42 ans d'un cancer du poumon. Voilà, la prévention. Vous voyez, c'est pas du livresque, c'est les vraies histoires, mais toutes ces femmes, elles sont gravées dans ma tête. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce qu'Angelina m'avait dit, elle m'appelait Mounette. Je m'appelle Mounier-Veillé. Elle disait, Mounette, tu sais, quand je serai morte, parce que j'étais la voir en soins palliatifs, quand je serai morte, il faut que tu racontes mon histoire et que tu continues à me faire vivre. Ben voilà, chaque conférence, je vais parler d'Angelina.
On va parler sur l'hypertension. Il y en a beaucoup qui sont hypertendus dans cette salle. Il y a 13 millions d'hypertendus en France. C'est un Français sur 3. Alors l'hypertension, c'est quoi? L'hypertension, c'est un excès de pression de liquide dans les artères. Robinet, vous avez un tuyau de jardin, vous ouvrez trop fort, vous mettez le pied sur le tuyau va péter. C'est pareil l'hypertension. Donc la systolique, c'est quoi? C'est quand le cœur se vide, votre médecin va vous dire vous avez 13,8, 14,9. Le premier chiffre, donc d'abord c'est pas bien, on devrait dire 140-90, le premier chiffre correspond au volume de liquide que le cœur pulse à chaque contraction dans toutes les artères du corps. Et ensuite le cœur se referme, enfin les valves se referment et se remplit à nouveau comme un lavabo pour ensuite se revider à la diastole suivante. Mais si il n'y avait plus de sang qui courait en diastole, on tombe tous comme des mouches à chaque fois que le cœur se remplit à nouveau. Donc notre corps est intelligent. En diastole, donc au moment où le cœur se remplit à nouveau, le deuxième chiffre, le 80, le 90, il y a toujours du sang qui court dans les artères. Quand il y a de l'hypertension, eh bien ça veut dire que soit les artères sont trop rigides, soit le rein ne marche pas bien et élimine pas assez l'eau et le sel, soit ce sont les glandes qui sécrètent une hormone qui donne de l'hypertension. Alors l'hypertension, pour vous donner une autre image, vous avez un mur, vous prenez un marteau, vous tapez sur le mur s'effrite. Bien l'hypertension, c'est comme s'il y avait un marteau qui tapait sur l'artère et qui pouvait la faire se déchirer ou casser une plaque de cholestérol et du coup le cellophrène une fois de plus se déchire, les caillots arrivent et ça bouche l'artère. C'est pour ça que l'hypertension est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus ou d'artérite. On va voir comment on la mesure cette hypertension. Qui a un appareil d'automesure? Au bras ou au poignet? Le mieux, c'est d'avoir un appareil au bras en effet, parce qu'au poignet, on a tendance à le mettre comme une montre, alors que le petit capteur se met sur l'artère que vous pouvez vous palper avec vos doigts, ce qu'on appelle l'artère radiale. Donc il faut mettre normalement le petit capteur ici, le bras comme ça quand on a un tensiomètre au poignet. D'accord? Quand on a un tensiomètre au bras, on est assis au calme, le chien dehors, le mari dehors, on n'a pas fumé, on ne s'est pas mis en colère, on n'a pas ricané, on est calme. Et là, on attend 3-4 minutes, et on appuie toutes les minutes, 3 fois de suite, pour prendre sa pression artérielle. Quand la personne n'est pas capable de prendre sa pression artérielle, on fait de la mesure accompagnée. C'est-à-dire que c'est l'aidant qui va faire lui-même la mesure de tension, et on le promeut aujourd'hui. C'est mieux que d'avoir des mesures au cabinet médical où c'est sujet à la réaction d'alarme, l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche, c'est 50% des personnes vues en consultation pour hypertension ont des chiffres trop élevés, c'est l'effet blouse blanche. Normalement, il faudrait mettre les patients dans une pièce au calme, c'est ce qu'on essaye de faire, avec un appareil qui mesure automatiquement la tension, et là c'est comme à la maison. A l'inverse, si vous êtes un petit peu, obsédé par la maladie, anxieux par la maladie, il ne faut surtout pas utiliser l'automesure parce que ça va vous stresser. Et c'est 4 personnes sur 10 qui ont un appareil d'automesure qui se provoquent l'hypertension elle-même à la maison. Dans ces cas-là, on prendra la tension avec un appareil automatique jour et nuit tous les quarts d'heure qui va vous prendre la tension avec une programmation par l'ordinateur. L'intérêt de l'automesure, c'est que ça prépare la consultation avec votre médecin traitant. Donc je dis à mes patients en consulte, quand vous avez l'appareil, on prête même les appareils. Il y a aussi des médecins traitants, ils ont tous eu en France un appareil apprêté par la Caisse nationale d'assurance maladie. Eh bien, vous allez prendre 3 jours de suite. On va y aller tout de suite. Elle est là. Ouais, 3 jours de suite, donc le matin, au réveil, 3 mesures de suite, espacées d'1 minute. 3 mesures le soir avant de vous coucher. Et c'est lundi, mardi, mercredi. Mais c'est pas lundi, mercredi, vendredi. Donc 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite, ça fait 18 mesures. Et la moyenne des 18 mesures est inférieure à la définition que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que je ne regarde pas le diaporama, je vous regarde. C'est en dessous de 135, 85 à la maison, 13,5, 8,5. La définition de l'hypertension en consultation, c'est 140, 90, 14, 9, ni plus ni moins. Si vous avez retenu ça, vous savez tout, aussi bien que moi. Alors, ce qu'il faut éviter, donc, sur les machines, vous n'avez pas des docteurs, vous avez des mots barbares, 6, dia, pulse. 6, c'est la systolique, donc le premier chiffre, dia, c'est la diastolique, le deuxième chiffre, pulse, c'est les pulsations.
Quand on fait de la fibrillation auriculaire ou quand on a beaucoup de palpitations, l'appareil ne va pas arriver à prendre correctement la mesure. Quand on a, parce qu'on ne peut rien, des très gros bras, si on n'a pas des brassards adaptés à la taille du bras du patient, ce n'est pas non plus la meilleure méthode. Et ça ne sert à rien de le prendre à l'avant-bras parce que l'artère, c'est l'artère qui est au niveau, vous pouvez vous la palper, l'artère humérale, elle est au niveau du pli du coude. Et on met la petite flèche en regard de cette artère humérale. Alors j'ai des patients qui me disent en consultation, mon docteur il m'a dit que je faisais de la tension nerveuse. Alors la tension nerveuse peut donner de l'hypertension, mais c'est la tension artérielle. Alors, il y a une autre forme d'hypertension qui existe, qui n'a rien à voir avec l'hypertension artérielle, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans notre poumon, on a des artères pulmonaires qui peuvent s'abîmer, s'épaissir parce qu'on a fait des embolies pulmonaires, donc les caillots dans les artères pulmonaires, ou des maladies primitives. C'est une maladie qui est complètement différente, qui se soigne avec des cardiologues, mais ce n'est pas de l'hypertension artérielle. Je le dis pour si jamais il y en a qui ont cette maladie-là. On va parler du stress. Donc le stress aigu, ça fait quoi? Je m'engueule avec je ne sais pas qui. Mon cerveau entend une agression psychologique. Il délivre des hormones, puis il active le système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique du tout. C'est un système qui accélère la fréquence cardiaque, qui fait monter la pression artérielle, qui provoque des spasmes coronaires, qui peut déchirer une plaque, et, dans le pire des cas, ça peut effectivement déclencher des troubles du rythme ventriculaire graves chez des gens qui ont soit une maladie hypertrophique du cœur, soit qui ont déjà fait un infarctus avec une séquelle fibreuse qui peut, à un moment donné, se mettre à parler sous forme de tachycardie ventriculaire qui dégénère en fibrillation. Effectivement, c'est l'arrêt cardiaque qu'il faut masser tout de suite et défibriller. Donc un stress aigu peut effectivement déclencher un accident cardiaque. Vous avez aussi une forme, et je veux m'arrêter dessus parce que c'est important, ça mime vraiment un infarctus du myocarde comme celui des hommes. Ça touche 8 femmes pour 2 hommes et plutôt des femmes ménopausées, des femmes qui ont un terrain anxieux ou dépressif. Et c'est aussi le syndrome du cœur heureux. On a des papiers dans la littérature. Ce qui nous fait rager, c'est que le premier cas a été décrit en France mais pas publié. Et les Japonais, en fait, ont décrit une grosse série. Les Japonais sont très forts dans les grosses séries en publication. Et ça, ils ont appelé ça le takotsubo, qui est un piège à poulpe japonais. C'est le nom d'un piège à poulpe. Et en fait, ce stress aigu, ça peut être un stress mental, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi, un deuil. Mais ça peut être aussi un stress physique, une intervention opératoire, la peur d'avoir une coronarographie, avoir un accident de la route, un cambriolage. Voilà, c'est quelque chose en fait, on a un terrain de stresser, et puis à un moment donné, ce stress aigu va faire passer un cap, et ce cap va me faire libérer beaucoup d'hormones de stress qu'on appelle les catécholamines, donc la noradrénaline, la dopamine, l'adrénaline. Et ces hormones vont aller se fixer sur plein de petits récepteurs qu'on a au niveau du myocarde, qui sont là normalement pour stimuler le cœur, pour qu'il se contracte normalement. Mais là, le cœur, il se retrouve sonné. Il est complètement paralysé. C'est un ballon de baudruche. Il n'est plus capable de se contracter. On a ça aussi. Vous arrivez le cheveu sale chez vous en guenille. Anniversaire surprise. Ah, merde, vous n'êtes pas habillé, pas maquillé. Hein. Un stress heureux, une demande en mariage, l'annonce d'une, je sais pas, une grand-mère qui sait qu'elle va être grand-mère pour la première fois. Ça peut aussi déclencher ça. C'est donc une insuffisance cardiaque aiguë réversible qui peut, à la phase aiguë, donner des troubles du rythme aussi graves ou des embolies, mais généralement ça se passe bien, et c'est un diagnostic à rétro, c'est-à-dire que généralement là, il n'y a pas de retard de prise en charge, c'est tellement bruyant qu'on appelle tout de suite les urgences, les dames vont en table de coronarographie, on fait une échographie, et on s'aperçoit que les coronaires sont saines, et le diagnostic va se faire à l'échographie, à l'IRM, on a des images très spécifiques du takotsubo, et tout rentre dans l'ordre, dans les 2 à 3 mois, et on va progressivement arrêter les traitements, et c'est bien qu'elles aillent aussi en rééducation et dans un club cœur et santé. Le stress chronique, alors là c'est une vraie saleté celui-là, parce que sournoisement, il va aller stimuler on a des petites glandes endocriniennes en forme de chapeau chinois qu'on appelle les surrénales, qui sécrètent les hormones de l'hypertension, les hormones du stress et les hormones sexuelles. Et là, on va sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol,
Et ce cortisol va faire grossir, va favoriser la maladie athéromateuse, va favoriser le grignotage, le mal-être, la fatigue. Et finalement, ce stress chronique eh bien, va nous transformer en petites pommes, va favoriser le développement de la maladie athéromateuse, va favoriser également la prise de poids et à terme, tous ces facteurs de risque finalement eh bien, vont favoriser les événements cardiovasculaires. Donc maintenant, il est temps d'agir. Vous avez toutes les clés, toutes les cartes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plein de choses à faire. Alors déjà, on travaille avec la cible artère. Donc, Michel, elle a appris ce soir que sur l'intranet de la Fédération française de cardiologie, elle avait la fiche artère. Donc, cette fiche artère, on l'utilise, elle a été créée dans le Nord-Pas-de-Calais par un réseau que j'avais monté dans le Nord qui s'appelait HT Avasc, avec un groupe d'éducation thérapeutique. Et vous l'aurez compris aussi bien que moi, l'objectif c'est d'être dans le vert. Et autour de cette artère, vous avez des facteurs non modifiables, le fait d'être un homme, le fait voilà, d'avoir une hérédité, de vieillir, mais vous avez surtout plein de facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Donc quand on fait la première consultation avec nos patients, en rééducation ou en consultation, ou en hospice, on prend cette fiche et avec notre patient, le mètre ruban, la balance et la prise de sang, on va tracer le trait rouge. Et ensemble, on va essayer de se tirer dans le vert avec l'hygiène de vie et la prise en charge thérapeutique. Donc nous, médecins, qu'est-ce qu'on fait? On vous voit. Première chose à faire, vous interrogez, on est des détectives privés. Une consultation longue de dépistage, c'est à minima 30 à 40 minutes. Mes patients, je les garde quasiment 50 minutes, voire 60. Je ne suis pas rentable pour l'hôpital, mais je m'en fous. Mes patients, je sais comment je les prends. Parce que dans l'interrogatoire, c'est vachement bien. Quand je fais la visite avec mes externes et mes internes, je leur dis, vous regardez la table de nuit. Il y a plein de choses dans la table de nuit. Puis des petites choses cachées, au frigidaire. Ils vous disent, je mange rien, docteur. Comme ça, je mange rien. Vous ouvrez, il y a du coca, pas du coca zéro. Hein. Il y a du vrai coca, tiroir du chocolat, des bonbons, l'armoire des gâteaux. Il y a tout ce qu'il faut. Et ils vous disent, on ne mange rien. Bon. Ensuite, on examine. Indispensable d'examiner un patient. On ne peut pas soigner sans examiner, sans toucher un patient, ça se tripote. On le palpe, on le sent, on le renifle, c'est important. Ensuite, on fait la prise de sang, l'électro, et on prescrit le bilan haute couture. Il est hors de question, en termes d'économie de santé, d'aller faire un bilan tous azimuts à tout le monde. On va personnaliser le bilan en fonction de l'interrogatoire, l'examen clinique et de ce qu'on pressent du patient. Et ensuite, on revoit l'habitude et l'hygiène de vie. Et puis finalement, vous avez tous été au supermarché, sauf les messieurs qui font faire les courses par leurs femmes. Moi, c'est mon mari qui les fait. Je suis tranquille. Vous avez un caddie, et dans le caddie, on met quoi? On met l'ensemble des facteurs de risque, on met l'hérédité, on met les résultats des examens, les résultats des examens complémentaires. Et finalement, j'ai mes patients, le traitement et l'hygiène de vie, c'est le bon de réduction. On aime bien avoir des bons de réduction, le traitement, c'est ça. Traitement, hygiène, enfin, il n'y a pas que les médicaments. Hein. Un hypertendu qui a une bonne hygiène de vie, qui fait attention au sel et qui ne prend plus de beurre salé, on économise un traitement antihypertenseur. Il fait 30 minutes d'activité physique par jour, il perd 5 kilos, un deuxième traitement antihypertenseur. Il accepte de se dépister et de s'appareiller pour l'apnée du sommeil, un troisième traitement antihypertenseur. Et on peut arriver finalement à des patients avec le traitement minimal efficace et pas se contenter de faire une escalade thérapeutique pour aller vite et torcher la consultation parce qu'on en a d'autres qui attendent derrière. L'hygiène de vie, c'est pareil, c'est un contrat moral entre le patient et lui. Quand mes patients ne suivent pas, je leur dis écoutez, vous ne revenez pas me voir. Moi, je ne m'esquinte pas pour vous. L'alliance thérapeutique, vous m'avez trompé, c'est pas la peine, vous ne revenez pas. Vous revenez me voir quand vous aurez fait un petit effort. Et ils reviennent l'année d'après, hyper contents parce qu'ils ont effectivement fait quelque chose. Donc c'est important, il ne faut pas être passif. Il ne faut pas vous dire les cachous sont là, donc moi je m'en fous, je ne fais pas attention, je ne fais pas d'efforts. Vous devez faire attention et faire des efforts parce que c'est une alliance thérapeutique. Et finalement, vous allez avoir le prix à payer qui va être le plus bas possible et votre objectif, c'est de ramener votre probabilité d'accident quasiment comparable à quelqu'un qui n'a jamais fait d'accident. Alors attention, quand on a déjà fait un accident vasculaire cérébral, que malheureusement on a un pacemaker, de l'insuffisance cardiaque ou qu'on a fait un infarctus, on n'est jamais dans le risque comparable à 10% de quelqu'un qui n'a jamais fait. On reste toujours à une probabilité de 20%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui font tout ce qu'il faut, il y en a encore 20 qui malheureusement peuvent refaire un jour un petit accident, mais qui sera toujours moins grave que s'ils ne faisaient rien du tout.
Ce sera un bébé accident. L'hygiène de vie, c'est un éco-médicament. On n'arrête pas de parler de planète verte. On peut parler de santé verte. La santé verte, c'est vous êtes responsable. Et en plus, quand vous boulottez des médicaments, il y a les plaques pelliculées que vous mettez à la poubelle, les cartons, le papier. Donc en ayant une santé éco-responsable, vous protégez également la planète. Stopper le tabac, voilà. C'est la clé majeure, mais il n'y a pas que l'aspect cardiovasculaire. En 24 heures, ça ne vous viendrait pas à l'idée de mettre la tête dans le four ou devant le tuyau d'échappement de votre voiture. Hein? Faites pas ça. Vous ne mettez pas 4 pattes derrière votre voiture. Ben, quand vous fumez, vous mettez à 4 pattes derrière votre voiture. Pareil. Et surtout, quand vous fumez, les autres en profitent. Hein. Et le risque, il est quasiment comparable à ceux qui ne fument pas. Quand c'est un tabagisme permanent qu'on vit avec la personne, pas quand c'est ponctuel de temps en temps. Donc après, rapidement, en 48 heures, vous récupérez le goût des aliments. En 2 semaines, c'est important, les cellules du sang, eh bien, elles ne font plus spontanément des petits caillots. Parce que quand on fume, les plaquettes ont une morphologie qui est différente. La plaquette, c'est une petite cellule du sang. Et quand vous vous coupez, il y a rapidement un petit caillot qui se forme. C'est grâce aux plaquettes. Et ces petites plaquettes, quand on est fumeur, elles se déforment et surtout, elles ont une appétence à se mettre ensemble, à former un caillot qui est incroyable. Et enfin, à 5 ans, le risque d'infarctus du myocarde est comparable à celui de quelqu'un qui ne fume plus. Donc ça, c'est important. Donc il faut savoir que pour les jeunes femmes qui fument, quand vous arrêtez de fumer avant 30 ans, le risque d'accident cardiovasculaire ou cérébrovasculaire est comparable à celui d'une non-fumeuse. Par contre, ce qui est important, ce que j'ai appris en faisant des formations transversales avec les pneumologues, quand les enfants sont élevés dans un environnement de fumeurs, eh bien, on va modifier génétiquement leurs poumons. C'est-à-dire que, le poumon n'est pas mature. Et si les enfants fument tôt, à l'âge de 12-13 ans, il faut savoir que le risque de cancer du poumon, à l'âge adulte, va perdurer toute la vie. Parce qu'il y a eu un signal cancérogène au niveau du poumon qui s'est inscrit au moment du développement des poumons. Donc je dis ça, c'est important pour le tabagisme passif à la maison et également pour les jeunes qui commencent à fumer vers 12 à 13 ans. Alors l'alimentation, donc on passait ensuite à l'alimentation, on parlait du sel. Manger salé, normosodé, c'est 5 à 6 grammes de sel par jour. Et les Françaises et les Français mangent entre 12 et 16 grammes de sel par jour. Si vous avez vu l'émission Enquête de santé sur l'hypertension il y a 15 jours, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu sur France 5. Et il y avait un reportage avec Philippe Bézin, qui est un de mes patients, qui a une hypertension qui était très sévère au moment il y a 1 an, qui a compris le message, qui a accepté de témoigner devant tout le monde à la télé, et surtout qui est directeur de l'école hôtelière près d'Orchy, c'est à Valenciennes, à Lille, dans le Nord. Et maintenant, il fait cours sur les régimes appauvris en sel. Et dans le reportage, vous verrez la chef cuisinière qui pèse 16 grammes de sel dans une balance versus 4 grammes de sel. Mais c'est incroyable, hein, ça fait presque une tasse à café, 16 grammes de sel. Donc manger sainement, c'est bon, les fruits, les légumes et fruits, je pense en Bretagne, vous en mangez. Vous mangez salé, il y a beaucoup de charcuterie. Non. Mais c'est pas ne plus jamais ce que je dis à mes patients. C'est pas plus jamais. Si vous mangez de la charcuterie à un repas, ben vous n'allez pas prendre fromage et charcuterie. Et le soir, vous éviterez de manger de la charcuterie. C'est pas plus jamais. Le beurre salé, bien sûr, vous pouvez en manger. Vous pouvez faire une tartine le matin avec du beurre salé. Mais cuisiner au beurre salé, ça non. Vous cuisinez à l'huile d'olive, à l'huile de colza. Vous faites non, mais ça c'est important par contre. Ça, je suis sérieuse. Manger plutôt des viandes blanches. Les viandes rouges, c'est 1 fois par semaine. Vous avez plein de poissons ici, vous avez de la chance. Nous, dans le fin fond du Valenciennois, la mer, elle est un peu loin. Donc, vous avez de la chance d'avoir du poisson. Le poisson, ça devrait être quasiment tous les jours chez vous. Alors, pourquoi les légumes et fruits sont bons pour l'hypertension? Parce que c'est riche en vitamine K. Alors, il y a 2 choses. La vitamine K, ça assouplit l'artère, ça dilate les artères. Mais pour ceux qui prennent des antivitamines K, Préviscan, Coumadine, Cintron, parce qu'ils ont une valve cardiaque, parce qu'ils ont un trouble du rythme, c'est pas plus jamais manger de fruits et légumes. On va adapter le traitement anticoagulant à votre régime alimentaire. Et c'est si vous changez votre régime alimentaire, il faut le signaler au pharmacien et à votre médecin pour qu'il adapte le traitement. Mais quand on dit « Ah non, vous êtes sous antivitamine K, vous ne mangez plus de fruits et légumes », c'est une vraie connerie. Il faut en manger,
Et en fonction de vos habitudes alimentaires, donc ça veut dire qu'il y a une enquête alimentaire, on va adapter le traitement. Alors, rapidement sur café et thé, parce qu'à chaque fois j'ai la question, bien sûr vous pouvez prendre du café et du thé. C'est riche en caféine et en théine. Nous, dans le Nord, on a le café chaussette. Alors pour les plus jeunes, ça ne va pas leur parler, mais quand on était petit, on avait l'espèce de filtre en tissu là, que les grands-mères rinçaient, et puis on versait l'eau chaude et on reversait. Mais en fait, le dernier passage va libérer la caféine. C'est comme le thé, quand vous toutouillez le sachet 10 fois de suite, bah vous allez libérer de la théine, et si vous ne voulez pas de théine, vous mettez un coup et vous ressortez. Et après, le chocolat noir, c'est bon pour la santé. C'est riche en magnésium, c'est très bon pour les artères, c'est très bon pour l'hypertension. Donc on a le droit de se faire plaisir avec du chocolat noir. Alors bougez maintenant. Alors bougez, je vais être beaucoup moins bonne que François Carré, qui est un Rennais, que vous connaissez peut-être, qui est peut-être venu parler chez vous. En tout cas, il faut l'inviter à parler. Ce mec, il est génial, c'est un militant de la prévention sur la sédentarité. Il dit « smoking », non, il dit, c'est quoi la sédentarité? C'est le nouveau tabac. Enfin, fumer tue autant, ne pas bouger tue autant que fumer. C'est le nouveau slogan aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le fait de rester assis, on est normalement formaté pour bouger, et il nous montre une slide, on voit l'homme préhistorique qui va chasser et qui bouge beaucoup, et puis maintenant, on voit un petit rond derrière un ordinateur qui mange beaucoup moins qu'avant, il mange beaucoup plus gras, beaucoup plus sucré, beaucoup plus riche, et surtout, il ne bouge pas. Et ça fait le lit de l'athérosclérose. Hein? Il nous montre aussi une diapositive de 2 Japonais, un Japonais qui vit au Japon et un Japonais qui vit aux États-Unis. Et bien finalement, c'est le phénomène de tracking, c'est-à-dire que l'environnement a transformé ce Japonais en petit rond, parce qu'il va manger la nourriture américaine qui est riche en acides gras saturés et en sucre et en sel. Donc bouger, c'est facile, vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport. Il faut aller au club Cœur et Santé de Paimpol. Ça, c'est indispensable. Aller rencontrer toute l'équipe, ça, c'est indispensable. Non, mais sérieusement, vous bougez. En plus, ici, vous avez tout ce qu'il faut. L'environnement, il est merveilleux. C'est bouger au moins 30 minutes par jour. C'est prendre les escaliers. C'est pas aller en salle de sport en voiture, garer sa voiture sous l'escalier mécanique, prendre l'escalier mécanique, se donner bonne conscience 1 heure sur un tapis, reprendre sa voiture et retourner à son ordinateur. Activité physique ne remplace pas l'effet délétère de 6 heures consécutives assis par jour. En fait, quand vous êtes assis par jour, il faut se lever toutes les 2 heures. On se lève 2-3 minutes toutes les 2 heures. Et ensuite, on essaye de bouger, si possible 30 minutes tous les jours, et puis de façon un peu plus intensive, 2 fois par semaine en transpirant. Cette activité physique, elle est également bonne pour la tête, pour la dépression, pour la sensation de bien-être. Elle est bonne également pour tout ce qui est prévention de l'ostéoporose, pour le maintien en autonomie de la personne âgée, des seniors. Donc on va avoir un film très rigolo qui va sortir en mai avec les chiens. On a un partenariat avec la SPA. Donc vous allez voir sur les écrans télé et au cinéma un très beau film qu'on vient de valider avec Thierry en début de semaine, qui est sympa. On a fait aussi un film qui s'appelle Les Chutes, que je ne vous présenterai pas ce soir, qui incite les enfants à bouger et dire aux parents, finalement, on a un rôle sociétal aussi. Et nos enfants, c'est pas grave s'ils tombent, s'ils se font des égratignures, l'important c'est qu'ils bougent. Parce que c'est embêtant de voir nos enfants derrière des tablettes à longueur de journée. Vous avez des bébés qui, dès 9 mois, il y a des applications pour bébés de 9 mois. Là, ça colle pas. Donc, ils vont en poussette à l'école, la tutute, le doudou, le machin, et ils ont 5 ans, 6 ans. J'en vois dans l'île, le samedi après-midi, dans une poussette, alors que, je sais pas, moi, ils sont capables de marcher, ils ont 7 ans. Mais ils sont en poussette parce que c'est plus pratique pour les parents, et le gamin ne rechigne pas, il ne faut pas le porter. Donc non, on a un rôle sociétal de faire bouger nos gamins. Le stress, puisque je vous donne les cartes maintenant. Donc il y a des techniques, je sais qu'au club de Paimpol, ils en font. Ils font de la relaxation. Il y a aussi la méditation en pleine conscience. Vous pouvez manger en silence en regardant vos assiettes, essayez un jour. Vous analysez le petit pois de votre assiette. Qu'est-ce qu'il est beau, le petit pois! Il est vert pomme, il est luisant, il est mignon. Je vais le renifler, je vais le mettre en bouche, je vais le sentir en bouche. Pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à autre chose. Parce que nous, on a l'habitude de ruminer, de ressasser et d'être toujours négatif. C'est notre façon d'être. L'être humain est comme ça. Vous allez voir une expo, vous allez au cinéma, vous vous sentez bien parce que votre cerveau est capté par autre chose. C'est ça la méditation en pleine conscience, il n'y a pas besoin de payer un psy. Vous allez analyser un tableau, regarder un paysage, vous promener sur la plage, c'est ça.
vous sentir bien. Et ça, c'est bon pour le cœur parce que vous libérez des endorphines, donc ce sont les hormones cérébrales du bien-être, du calme, du repos. Et ça fait tout le contraire de ce que nous avons parlé tout à l'heure, le stress. Après, vous avez ce que je vous ai montré là, vous pouvez télécharger sur les smartphones ou les tablettes, c'est Respirelax. Donc là, il faut mettre un peu de musique parce que ça peut être vite casse-pied. C'est comme un métronome pour ceux qui jouent au piano. Donc c'est un petit métronome qui va vous aider à respirer en cadence, à utiliser finalement votre thorax, votre poumon, pour stimuler le vague, donc le nerf qui protège, et mettre au repos ce système nerveux méchant qu'on appelle le système nerveux sympathique, parce que nous avons des petits capteurs dans le tuyau qui part du cœur qui s'appelle l'aorte, dans les vaisseaux du cou, les carotides. Ces petits capteurs, avec la respiration et les phénomènes mécaniques, envoient des signaux au tronc cérébral qui est dans notre tête, et qui, lui, est le régulateur de l'activation ou non de ce vilain système nerveux sympathique qui va avoir des conséquences sur la libération des hormones de stress, sur la tonicité des artères et sur la sensation de bien-être. Et sur la contracture. Les lumbagos, les hernies discales, c'est le stress. On est contracté, les muscles tirent sur le rachis, et puis hop, ça bouge. Je ne suis pas revenue sur les traitements hormonaux, j'ai fait des conférences avec le détail. Simplement, la contraception, c'est pas un bonbon, c'est pas un jouet. La contraception, c'est un acte médical qui permet aux femmes d'avoir une vie sexuelle épanouie. Simplement, avant de faire une première contraception, ce que j'essaye d'expliquer aux femmes qu'on va voir après, je ne sais pas si je l'ai là, on leur donne la checklist des contre-indications des oestrogènes de synthèse, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, pilule, anneau, patch. Donc une femme qui a déjà fait une phlébite, une femme qui a déjà fait un infarctus, c'est rare mais ça existe, une femme qui a une anomalie, qui a une anomalie familiale de la coagulation, une femme qui a une maladie du cœur déjà connue, une maladie des valves. Ces femmes-là, on ne leur donne pas ces oestrogènes de synthèse. C'est une femme qui est migraineuse. Après 40 ans, on change la contraception. On ne donne plus d'oestrogènes de synthèse après 40 ans. Donc ça, c'est important parce que les femmes ne le savent pas. J'en vois en consultation qui ont 48 ans, 50 ans même, qui me disent « Ah mais je me sens mieux avec la pilule, mais qu'est-ce que j'ai mal au crâne ?» Bah oui, tu as mal au crâne, ma vieille, parce que tu es hypertendue, parce que la pilule, tu ne peux plus la prendre à ton âge. Donc on arrête la contraception et généralement tu rentres dans l'ordre. Donc c'est important de faire cette checklist avant la première contraception et au renouvellement. Généralement on fait une prescription de 6 mois, mais tous les 6 mois on doit se remettre en question. Et ensuite, dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, il y a des femmes qui reprennent spontanément la contraception d'avant la grossesse, sauf qu'elle est contre-indiquée et que ça peut provoquer des embolies pulmonaires massives. Donc pas d'oestrogène de synthèse jusqu'à 1 mois et demi après l'accouchement. Alors on fait comment? Il y a plein d'autres moyens efficaces. Il y a les progestatifs, donc l'implant, on met une petite barrette, un implant pendant 3 mois. Vous avez également le stérilet à la progestérone qu'on peut mettre même chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, le stérilet au cuivre. Puis après, il y a la micropilule, ce qu'on appelle l'optimisette ou la cérazette. Donc il y a moyen d'avoir une contraception efficace et bien tolérée. Pour le traitement hormonal de la ménopause, on a revu nos gammes tout récemment en décembre. Il y a trop de femmes qui sont mal avec la ménopause. Alors les symptômes climatériques, c'est des femmes qui... C'est pas que les bouffées de chaleur. Alors sachez que les femmes qui ont des bouffées de chaleur, plus de 6 par jour, c'est associé à un surrisque multiplié par 2 d'infarctus du myocarde, parce que le système nerveux sympathique est activé, qu'elles prennent du poids, qu'elles dorment mal. C'est aussi les douleurs articulaires, c'est l'irritabilité, c'est la dépression, c'est les troubles du sommeil. Et donc c'est toutes ces femmes qui ont finalement des récepteurs aux oestrogènes partout, qui sont carencées, qui sont des LOC, qui ont des troubles de la concentration. Et finalement ces femmes, parce qu'on a eu une étude il y a 15 ans qui a dit on tue les femmes avec le traitement, et c'était une étude qui était mal construite, où on prescrivait un traitement hormonal par la bouche à des femmes qui avaient plus de 60 ans, qui étaient déjà obèses, qui étaient diabétiques, qui avaient déjà fait une maladie, contre-indication formelle, alors qu'une jeune femme ménopausée, d'une 50aine d'années, qui a moins de 60 ans, qui n'a jamais fait d'accident cardiovasculaire, il n'y a pas de contre-indication gynécologique. C'est pour ça qu'on a monté le centre de la femme à Lille Cardio-Gynéco. Eh bien, on va faire un checking cardiovasculaire et gynécologique, et ensuite, on va reclasser ces femmes en feu vert ou feu rouge pour le traitement hormonal. Et moi, je vois des femmes qui revivent complètement, qui sont heureuses, qui sont bien dans leur peau. Et après, pareil, chaque année, on réévalue la balance bénéfice-risque.
Voilà, je vous remercie.